Avec nous pour ce club des territoires, Yves Tréhard, bonjour. Bonjour Steve, pour bonjour le Figaro, à tous. Évidemment. Benjamin est également avec nous. Benjamin Morel, constitutionnaliste. Merci d'être là. On parle avec vous, messieurs, du grand meeting du Rassemblement national organisé ce week-end à Marseille. On verra aussi ce qui nous attend au congrès de Versailles cet après-midi. Vous nous donnez le mode d'emploi? Oui, tout ce que vous avez voulu savoir sans jamais oser le demander. Ah, génial, on va voir ça. Mais d'abord, on va tout de suite voir ce qui se passe dans nos régions. Vous ne le savez peut-être pas, les amis, mais certaines rues de France n'ont tout simplement pas de nom. Mais ça ne va pas durer. D'ici le 1er juin 2024, toutes les communes ont l'obligation de nommer toutes leurs rues. Ça pose quelques difficultés dans certains coins de France. Flora Sauvage nous amène à Passavant sur l'Aillon. C'est dans le Maine-et-Loire où les choses ne se passent pas totalement comme prévu. Regardez. Passavant sur l'Aillon, une commune de 128 habitants au calme trompeur. Pendant plusieurs mois, le conseil municipal de ce petit village du Maine-et-Loire a vécu des débats enflammés. Car depuis la loi de décentralisation 3DS, chaque habitation doit être pourvue d'une adresse postale en bonne et due forme. Pour que les pompiers, les médecins, les secours puissent arriver rapidement, il faut que ça soit référencé. Et évidemment, nous, les lieux-dits, on sait où ils sont dans la commune, mais c'était peut-être plus flou pour les secours, pour la poste, pour les livreurs. Mais l'apparition des nouvelles adresses dans cette commune a eu pour conséquence la suppression des lieux-dits, ce qui a suscité la colère des habitants de Passavant sur l'Aillon. J'ai vu un plot un jour juste à cet endroit-là. 2 heures après, j'avais le panneau. Et un jour ou deux après, les panneaux qui étaient un peu plus loin, où il y avait marqué Le Guinchereau, ont disparu, sans commentaire. Voilà. Et donc j'ai eu la route d'Aquitaine. Et j'ai un numéro 1599. Pour de nombreux habitants, dépossédés de leur adresse, supprimer le lieu-dit signifie la perte d'une identité. Ça a été la surprise, quoi, voilà. Et puis après, on a eu une réaction, forcément. Hein. On ne voulait pas perdre ce qui fait partie de notre patrimoine, qui nous représente. Moi, mes enfants viennent au Guinchereau, mes petits-enfants aussi. J'ai des amis qui sont outre-Atlantique, d'Amérique, qui viennent au Guinchereau. On est représentés, quoi, par le lieu-dit. On appartient plus au lieu-dit que le lieu-dit nous appartient, quoi, voilà. Débats électriques, pétitions enflammées, la suppression des lieux-dits a entraîné la démission du conseil municipal, ce qui a conduit à de nouvelles élections. Désormais, le nouveau conseil a pour mission de remettre les panneaux des lieux-dits, ce qui représente un budget pour la commune. Pour 10 panneaux, ça coûte 1300 hors taxe. Les lieux-dits ont sauté, et physiquement sauté, les panneaux ont été détruits. Donc on va remettre ça en ordre. C'est une décision du conseil municipal. Et donc, il faut qu'on rachète des petits panneaux. Et donc, ça nécessite un devis et un petit budget à inscrire dans nos comptes. À compter du 1er juin, les 35 000 communes de France seront dans l'obligation de donner un nom et un numéro aux voix qui n'en avaient pas. Mais appliquer ce changement d'adresse est parfois compliqué à faire accepter par la population. Chérie, est-ce qu'il y aura une rue Yves Tréhard un jour en France? Oh là, comme vous y Il y en allez. a déjà, j'en suis sûr. Non, il y aurait une rue Benjamin Morel. Alors c'est vrai parce que j'ai un homonyme qui était député du Nord au 19e siècle. Ah, bon bah ça on ne le savait pas. Non mais plus sérieusement, cette problématique, Ouais, écoutez. c'est assez inédit. Enfin, on n'était pas au courant qu'il y avait autant de rues en France qui n'avaient pas de nom. En tout cas, personnellement, je ne le savais pas. Oui, si, parce que quand vous vous baladez dans la campagne... Alors, je comprends, il y a un côté nostalgique, il y a un côté romantique, d'une certaine façon. On va au lieu dit de... Je comprends, et c'est vrai que la première des choses, pourquoi on emmerde les Français, un peu pompidolien, vous voyez, pourquoi on emmerde les Français avec ce genre de truc quand on voit que ça va jusqu'à la démission du conseil municipal, vous vous rendez compte mais c'est ça aussi la France, quoi, c'est ça. Alors, après, la justification de dire c'est pour les secours, c'est parce que c'est plus facile, si vous voulez, pour le travail de certains services publics, pourquoi pas. Bon, vous savez, c'est des querelles de clocher, comme on dit, voilà, c'est vraiment ça. Benjamin, vous avez un mot là-dessus ou pas? À l'heure du GPS, Vous voulez parler de notre ancêtre? je vois assez peu l'intérêt de forcément obliger les Français, en tout cas les communes, à nommer des rues. Évidemment, on peut comprendre un certain nombre de justifications, mais on a réussi quand même à survivre avec ça, alors qu'on n'avait pas les téléphones et Internet en continu. Donc je pense que là-dessus, je suis assez pompidolien, comme peut l'être Yves. Top départ officiel des élections européennes pour le Rassemblement national. Hier à Marseille, Jordan Bardella a dénoncé l'effacement de la France en Europe. C'est un sujet signé Aurélien Romano. Regardez. Le Rassemblement national a lancé sa campagne européenne par un grand meeting à Marseille. 5000 participants dans une atmosphère survoltée. Marine Le Pen a ouvert le meeting par une attaque en règle
du président de la République. Un président en état de siège, sifflé au salon de l'agriculture, qui croit pouvoir trouver le salut politique dans des postures guerrières qui ont stupéfié les Français. La star du jour, c'est lui, Jordan Bardella, la tête de liste aux élections européennes, l'atout jeunesse du Rassemblement national dont l'image s'affiche en grand sur les visuels de campagne. Il a lui aussi dressé un tableau très sombre de la France qui serait affaiblie par l'Union européenne. Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Un grand effacement qui se traduit par le recul de la France chez elle. Et le grand effaceur a un nom. Il s'appelle Emmanuel Macron. Le Rassemblement national veut faire de cette élection un véritable référendum contre le gouvernement. Ces élections européennes du 9 juin prochain marqueront le jour 1 de l'alternance. Et je veux appeler aujourd'hui, ici, à Marseille, les Français à s'unir et à se rassembler. Le parti d'extrême droite caracole en tête des sondages à 30% des voix, 10 points en moyenne devant le parti présidentiel. 8000 militants sympathisants réunis par le Rassemblement national à Marseille. Pourquoi Marseille? Pourquoi avoir choisi cette ville? Parce que Marseille, c'est traditionnellement une ville où le Rassemblement national fait de beaux scores. Je vous rappellerai que, d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, du temps du Front National, s'était présenté à la députation à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, qu'il avait gagné dans un premier temps, d'ailleurs. Rappelez-vous contre qui? Bernard Tapie. Et après, l'élection avait été invalidée, donc il y avait eu Mais enfin, c'est une ville où il y a un vote très fort pour les extrêmes. Alors, Madame Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, on se souvient de 2 meetings fameux de Jean-Luc Mélenchon, un sur la plage de Marseille en 2007, je crois. Oui, ça doit être ça. Ou 2014 plutôt. Ouais. 2014. Et puis 2012, pardon. Et puis aussi sur le Vieux-Port en 2017. Donc, il l'a refait au Prado. Et il l'a refait au Prado, ouais. Mais c'est une ville, si vous voulez, où en plus les passions politiques sont énormes. Et puis il y a une troisième chose qu'il faut dire, c'est que c'est une ville de cœur pour Emmanuel Macron, le président de la République. Donc c'est un petit pied de nez aussi au président. Exactement. D'accord. On a entendu Marine Le Pen, puis Jordan Bardella. Il y a une répartition des tâches qui est en train de se faire entre les deux? A priori, oui. Il est censé être une forme de Premier ministre. Sans doute ne sera-t-il pas si demain il devait arriver au pouvoir. Mais malgré tout, eh bien, il est le second qui, dans cette campagne, qui est cette campagne, la dernière échéance réellement lisible au niveau national avant les présidentielles, eh bien, doit incarner le parti. De l'autre côté, il apparaît comme une forme de vis-à-vis de Gabriel Attal. Donc là, il y a un jeu de mise en scène, etc., avec une présidente putative qui se met en retrait, qui intervient en fin de liste. Elle sera sur la liste, mais tout à la fin. C'était d'ailleurs la seule annonce de ce congrès, la vraie annonce. Il n'y a pas vraiment d'annonce à faire, si vous voulez. C'est-à-dire que le programme est à peu près connu. Alors, comme il y a une hiérarchisation des différentes thématiques, on voit qu'on parle de social, on voit qu'on parle d'agriculture, on voit qu'on parle d'immigration, mais peut-être pas au premier chef. Donc, il y a pour le Rassemblement national une volonté de se repositionner, de désigner l'adversaire, c'est-à-dire le chef de l'État, pour déclencher des dynamiques de vote utiles. Ça, ces dynamiques électorales-là, elles se passent de grandes annonces, mais ça montre en effet, à la fois dans la répartition des paroles et dans la hiérarchisation des positions sur la liste, qu'il y a une élection principale, l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen, et ensuite des combats intermédiaires. Ces combats, c'est le combat de Jordan Bardella. Vous parlez des thématiques, Benjamin, et Jordan Bardella a vraiment insisté sur le thème migratoire, le thème de l'immigration. Ça va être ça, la clé pour lui dans cette élection européenne? Oui, c'est pas très étonnant d'abord parce que c'est un thème favori de Rassemblement national. Et puis c'est vrai que ça va être un thème qui va être au cœur de la campagne électorale parce que ça va être au cœur de toutes les campagnes en Europe. C'est un sujet qui occupe les Espagnols, les Italiens, les Allemands, qui fait monter d'ailleurs les populismes à peu près dans tous les pays d'Europe. Et donc c'est un thème qui est très fort. Il va y avoir ce thème-là, il va y avoir le thème à mon avis, qui va être très fort, c'est celui de la souveraineté. Souveraineté militaire, souveraineté alimentaire, souveraineté législative aussi d'une certaine façon contre, vous savez, le monstre bruxellois qui accouche de normes en veux-tu, en voilà. Donc ça va être des thèmes qui seront évidemment au cœur de la campagne, qu'on retrouve quand on jette un regard ou quand on observe la crise agricole. Elle est européenne, souveraineté. Quand on regarde la guerre en Ukraine, souveraineté européenne vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis, alors que Donald Trump pointe le bout de son nez. Enfin, vous voyez, c'est des sujets qui vont effectivement
je pense que le repli national, le repli national sera beaucoup au cœur de cette campagne. Et il a beaucoup parlé aussi, Jordan Bardella, d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen aussi en a beaucoup parlé. Ils essayent de faire un peu un référendum pour ou contre Macron. C'est une bonne stratégie, ça, pour les élections européennes. Est-ce que les Français sont vraiment sensibles à ça? Oui, parce qu'en réalité, ces élections, elles sont très peu lisibles. Si je commence à vous décrire comment fonctionnent les institutions européennes, et que qui plus est, je vous dis que l'influence de ces élections... On est spécialiste de l'Europe ici. Et l'influence de ces élections sur le fonctionnement général de l'Union va être relativement limitée, parce qu'il faut quand même des majorités qualifiées au Conseil, la Commission a le monopole de l'initiative. Bref, en fait, le Parlement européen n'a qu'un rôle qui, malgré tout, a un rôle limité. Vous ne déplacez pas les masses en commençant à parler politique européenne. C'est peut-être un regret, mais néanmoins, c'est une réalité. Si jamais vous arrivez à mobiliser, et c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'élections intermédiaires, c'est parce que vous arrivez à faire un référendum contre le chef de l'État. Regardez les régionales durant le début des années 2000. Quand le président est à droite, les régions passent à gauche. Quand le président est à gauche, les régions passent à droite. C'est la même dynamique pour les élections européennes. Sauf que là, il y a un autre enjeu. Il faut instaurer une forme de duopole. Ce duopole, les deux y ont intérêt. Si jamais vous avez demain l'idée que... Les deux, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si Marine Le Pen apparaît comme la seule alternance possible à Emmanuel Macron, ça fait que tous ceux qui ne veulent pas de Marine Le Pen peuvent se regrouper derrière Emmanuel Macron ou la liste Renaissance. Et que tous ceux qui voudraient s'opposer à Emmanuel Macron auraient plutôt intérêt à voter pour la liste Bardella. Regardez l'électorat Bellamy en 2019. C'est ce qui se passe. Vous avez un électorat LR qui se répartit, qui se déchire entre d'un côté Nathalie Loiseau et de l'autre Jordan Bardella, avec un résidu pour la liste LR. Donc si jamais vous arrivez à donner le sentiment qu'il n'y a que deux forces en France, vous déclenchez une dynamique de vote utile. Il n'y a pas d'électeur RN qui demain ira voter Renaissance, pas d'électeur Renaissance qui demain ira voter RN. En revanche, le duopole donne le sentiment que le choix est binaire, alors que pour ces élections transnationales avec une proportionnelle, il n'y a pas de vote utile, théoriquement, et le choix est extrêmement multiple. Et ça, si vous arrivez à neutraliser cette multiplicité du choix, les deux sont gagnants. Audrey, ça n'intéresse pas les Français, cette élection européenne? Parce que c'est compliqué, et il y a peut-être une explication aussi pourquoi le Rassemblement national veut en faire une élection de mi-mandat. D'ailleurs, on l'a vu, c'est récurrent, et on ne voit pas de drapeau européen derrière les discours. C'est vraiment, le Rassemblement national veut en faire une élection de mi-mandat pour ou contre Emmanuel Macron. Pourquoi aussi? Parce que le Rassemblement national, au Parlement européen, il appartient au groupe Identité et Démocratie, qui est plutôt cornérisé par les partis traditionnels, la droite conservatrice, les sociodémocrates. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment de bilan. Ils s'opposent ou ils s'abstiennent, mais ils sont plutôt cornérisés. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de bilan à défendre sur ce qu'a pu faire le Rassemblement national au Parlement européen, raison pour laquelle ils en font une élection pour ou contre Emmanuel Macron. Et peut-être aussi, il y a un problème de suspense. Je vais vous montrer ce sondage paru la semaine dernière, sondage BVA pour RTL, 30% d'intention de vote pour le Rassemblement national. C'est quoi, la victoire, elle est assurée au Rassemblement national? Oui, ça va être difficile. Alors, il faut se méfier parce que, souvenez-vous qu'aux dernières élections européennes, alors qu'on était en plein dans la crise des Gilets jaunes, eh bien, la majorité présidentielle avait réussi à faire quasiment jeu égal avec le Rassemblement national. Là, je pense que ça sera beaucoup plus difficile parce que la majorité est quand même sérieusement ballottée. Beaucoup moins soudé qu'il y a 5 ans. Et puis le Rassemblement national, je dirais qu'il a sa virginité avec lui. Il bénéficie de cela. Et puis il y a une chose aussi, il faut le rappeler, vous l'avez un peu dit, c'est que l'élection européenne est une élection, moi je reste persuadé, comme on ne comprend pas toujours, les électeurs ne comprennent pas toujours les enjeux, et c'est vrai que c'est pas simple, c'est un peu une élection défouloir. Donc on se dit, on va voter, ça n'a pas tellement de conséquences, on voit pas très bien où ça va, mais on s'exprime et on y va, allons-y de bon cœur. Donc c'est une des raisons aussi du succès du vote attention, des intentions de vote dans les sondages. C'est pas prédictif. Effectivement, Benjamin Mascron, on a déjà vu une remontada de 10 points à 3 mois comme ça d'un scrutin. Oui, ça arrive. Souvenez-vous, ne serait-ce que les élections présidentielles, si vous prenez les élus 6 mois avant les dernières élections présidentielles, en règle générale, il s'appelle Strauss-Kahn, il s'appelle Balladur, il s'appelle clairement pas le nom qui ensuite sera trouvé et sortira du chapeau. Donc une campagne, ça change la donne, fut-elle même limitée. Le RN, en règle générale, est très très haut quelques mois avant les élections, et ensuite il se tasse. Pourquoi ? Parce que c'est une offre que tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il y aura un candidat RN. Et donc, par défaut, des Français qui sont peu politisés, qui ne suivent pas la pré-campagne, vont dire RN. Mais le jour où ils vont découvrir l'ensemble des listes et des candidats, une partie va partir sur ces autres listes, et donc il y a un effet de tassement qu'on retrouve à peu près toutes les élections. Ensuite, ça dépend quand même d'un gros facteur qui est l'abstention. Oui.
Pour les élections où l'abstention est faible, eh bien, les valeurs des sondages sont plus prédictives. Mais quand l'abstention est forte, eh bien, ça change tout. Les personnes âgées et les CSP+, l'électorat traditionnel de l'arc centriste, vont se déplacer quoi qu'il arrive. Plus l'abstention est élevée, plus les partis du centre, ELV, enfin ELV là-dessus sociologiquement est au centre, le PS, La République En Marche, etc., seront élevés parce que le poids démographique de leurs électeurs sera plus important que leur poids relatif. Plus les classes populaires et les classes moyennes inférieures se mobiliseront, eh bien ces classes moyennes inférieures et ces classes populaires votant plutôt RN, plus le RN montera dans les sondages et le poids du centre se tassera. Quelle sera la participation à ces élections ? Pour l'instant, nul ne le sait. Et les Jeux Olympiques juste après, il y a également une situation politique qui peut varier, des facteurs de mobilisation ou de démobilisation, et de ça dépend pourtant beaucoup. Beaucoup d'incertitudes. Les Français Exactement. Qui découvrent effectivement progressivement les candidats, les têtes de liste, ils découvrent peut-être aussi Valérie Ayé, tête de liste majorité présidentielle aux élections européennes. Elle était sur France Inter ce matin. Elle a ciblé le Rassemblement national et son projet européen. Écoutez-la. Soyons lucides sur le projet qu'ils portent. Leur projet, c'est un projet pour détricoter et affaiblir l'Union européenne. Tout dans leur vote le démontre. Quand on parle des enjeux, par exemple de l'énergie, ils disent qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie. Ça veut dire qu'on sort de l'Union européenne. Il n'y a pas de colocation dans laquelle on reste sans respecter les règles communes. Donc c'est leur projet, c'est un Frexit. C'est la bonne candidate pour la majorité présidentielle, c'est difficile à dire. Mais... C'est difficile à dire. Alors, c'est une bonne candidate pour animer le groupe Renew et être au centre des enjeux au Parlement européen. Pour mener une campagne électorale, il faut déjà avoir un sacré degré de notoriété, parce que le degré de notoriété, en fait, vous permet d'incarner, et un incarnant, d'apparaître comme un choix naturel pour les électeurs. Or, encore une fois, le concurrent, c'est pas tant Bardella aujourd'hui. Le concurrent, c'est Bellamy, avec un espace électoral qui existe, qui a déjà une petite notoriété, et c'est aussi Glucksmann, qui lui a une notoriété relativement plus importante. Oui. Donc ce faisant, arriver à incarner par rapport à ces personnes qui sont déjà dans l'espace médiatique depuis quelque temps, ça risque d'être relativement compliqué. C'est un choix qui, par ailleurs, acte le fait que la majorité n'a pas choisi son terrain de bataille, parce qu'on va parler beaucoup d'agriculture. Ce n'était pas un choix d'Emmanuel Macron originellement. Les élections sont loin. D'ici là, les thématiques de campagne peuvent fondamentalement évoluer. Donc c'est un choix, en effet, peut-être par défaut, mais un choix quand même étrange. Par défaut. Ça veut dire qu'elle joue en fait la deuxième place. C'est ce que j'ai cru entendre de la bouche de Benjamin. C'est ça, elle joue la deuxième place, elle joue plus la première. Oui, mais est-ce que c'est important, cette figure de la majorité ? Puisque on se souvient qu'il y a 5 ans, c'était Nathalie Loiseau qui était complètement inconnue au bataillon aussi du grand public. Et finalement, ils avaient fait une campagne, un résultat qui n'était pas médiocre. Et je crois, moi, et on le voit tous les jours, ceux qui tirent cette liste, finalement, c'est ceux qui ne sont pas candidats officiellement, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Sylvain Attal, et Gabriel Attal, pardon, excusez-moi. Et on le voit d'ailleurs très bien, quand M. Bardella fait son meeting, il parle de qui ? Il ne parle pas de Mme Ayer, il parle de Macron. Donc c'est évidemment ceux qui vont aller mettre un bulletin de vote et qui estiment que c'est une élection de mi-mandat, c'est par rapport à l'action du président de la République qu'ils se détermineront. Oui, d'ailleurs, petite anecdote, sur son compte Instagram, elle multiplie les photos avec Gabriel Attal pour montrer justement qu'elle incarne à ses côtés. On va passer à un autre sujet, les amis, si vous voulez bien, puisque c'est la dernière étape avant l'inscription de l'IVG dans la Constitution cet après-midi. Les députés, les sénateurs se retrouvent à Versailles. Audrey, expliquez-nous comment ça va se passer. Ça va commencer en bus, ambiance colonie de vacances. C'est par ce moyen de transport que les 777 députés et 348 sénateurs se rendront à Versailles pour être sur place bien avant 15h30, heure du début de l'examen du projet de loi constitutionnelle. Le Congrès se réunira dans l'aile du midi du château de Versailles que vous allez voir sur les images qu'on va vous diffuser. On l'appelle aussi l'aile des princes car c'est ici qu'habitaient les enfants royaux. Ça, je l'ai découvert, mais c'est pas pour cette raison qu'elle a été choisie, c'est plus par commodité parce que l'hémicycle qui a été construit pendant l'insurrection de la Commune en 1871 a la capacité d'accueillir 925 parlementaires qui siégeront par ordre alphabétique, députés et sénateurs mélangés et non par groupe politique. Qui va présider les débats ? C'est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et c'est aussi la toute première fois qu'une femme présidera le Congrès. C'est elle qui ouvrira la séance. Elle donnera ensuite la parole à un membre du gouvernement. Normalement, ça devrait être le Premier ministre Gabriel Attal. Tout le gouvernement a été convoqué à l'occasion. Il y aura un absent, Emmanuel Macron.
il ne sera pas là pour des raisons, je parle sous votre contrôle, de séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Depuis 2008, le président a le droit de s'exprimer devant le Congrès, mais seulement s'il n'y a pas de vote. Et là, normalement, il y aura un vote. Ouverture de la séance par Yael Braun-Pivet, discours de Gabriel Attal et ensuite ? Ce sont les rapporteurs du texte qui s'exprimeront, puis les orateurs pour chaque groupe politique de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour le groupe LR du Sénat, il s'agira du président de la commission des lois, François-Noël Buffet. Ensuite viendra le temps du vote par scrutin public au moyen d'urnes électroniques dans les salles voisines de l'hémicycle, ce qui devrait prendre un petit peu de temps. Je rappelle que pour être admise, cette révision constitutionnelle devra obtenir 555 voix, soit les 3/5 du Congrès. La présidente annoncera ensuite le résultat et lèvera la séance. Le nom et le vote des parlementaires seront publiés au journal officiel. Et puis, pour terminer cette séance très solennelle, vous l'imaginez, en cas de vote positif, la présidente du Congrès, Yael Braun-Pivet, procédera à l'apposition du sceau du Congrès sur le texte de la révision constitutionnelle. Normalement, ça devrait se terminer vers 19h à peu près. Vous ne l'avez pas vu, mais Benjamin, vous fusillez du regard. Elle a fait des erreurs, non? Non, c'était très bien. Tout à fait parfait. Pourquoi Versailles? Pourquoi le château de Versailles pour une révision constitutionnelle? Parce que lorsque la République est rétablie en 1870-1875, les chambres, Commune de Paris, siège de Paris, siègent à Versailles. Et donc on aménage à l'époque la salle pour accueillir d'abord l'Assemblée nationale qui en fait est l'ensemble des députés. Lorsque en 1879 les chambres reviennent à Paris, Assemblée nationale et Sénat, les lois de 75 ont créé ces deux assemblées, la seule salle qui peut les accueillir encore réunies, ça reste cette salle du Congrès à Versailles. Il n'y a pas de salle assez grande dédiée au Parlement à Paris pour pouvoir les réunir, donc on laisse les chambres à Versailles. Pour un moment historique. On a beaucoup entendu ce mot historique depuis une semaine. Vous partagez cette analyse, Yves? C'est un moment historique. Oui, maintenant, vous savez, c'est un peu galvaudé ce mot, puisqu'on l'utilise à toutes les sauces, si je vous permettez. Non, mais c'est un moment important, évidemment. Pourquoi? Parce que ça touche la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il faut, comme vous l'avez indiqué, 3/5 des voix, et c'est jamais acquis, d'une certaine façon, même si là, le suspense est réduit, dans la mesure où ça a été très largement adopté dans chacune des chambres. Troisième chose, parce qu'il s'agit d'un droit, en fait, c'est pas un principe, c'est un droit social, comme on dit, ou sociétal, comme on le dit. Et il y a un débat, la Constitution, est-ce que c'est fait pour que ce soit un catalogue de droits ou est-ce que c'est fait pour poser des grands principes? En l'occurrence, il est tranché, il va être tranché cet après-midi. Voilà, de fonctionnement de la République. Bon, ça, c'est une autre question. Et puis, quatrième chose, c'est que le président de la République, c'est ça qui est aussi assez étonnant, avait promis, dès son arrivée en 2017, une réforme de la Constitution, mais sur les principes, pour le coup, alors là. Et là, finalement, oui, il va inscrire, d'une certaine façon, sa patte dans la Constitution, mais pour quelque chose qu'il n'avait pas promis. Il n'avait pas promis ça, l'IVG, en 2017, et il ne l'avait pas plus promis en 2022 lors de la campagne électorale. Donc il se raccroche à des campagnes qui ont été faites et conduites à la fois par la France insoumise. C'est ça aussi qui est un peu historique, c'est que ça rassemble tout le monde. Tous les pays, alors qu'on est dans un pays extrêmement divisé actuellement, ça permet toutes les familles politiques de forger une unité nationale. Plus ou moins sont favorables à cela, même si avec des grosses nuances quand même à faire. Cher Benjamin, qu'est-ce que cette inscription dans la Constitution va changer, très concrètement? Alors, très concrètement, on n'en sait rien. C'est-à-dire que liberté garantie, qu'est-ce que ça veut dire? La liberté, ça renvoie à l'article 34 de la Constitution. Donc, on a certes un IVG qui est garanti, mais dont les modalités sont définies par le législateur. Seulement, dans le mot « garantir », il y a quand même l'idée d'un droit qui serait un droit créance pour l'État, c'est-à-dire un droit que l'État devrait assurer, dont il devrait assurer effectivement les conditions d'accès. Vous avez un droit au travail dans la Constitution, il ne vous a pas échappé qu'il y avait des chômeurs. Vous avez un certain nombre de droits garantis dont l'exercice aujourd'hui n'est pas tout à fait évident. Donc est-ce que ça signifie que sur n'importe quelle portion du territoire, je pourrais avoir accès dans des conditions égales à l'IVG? Ça, c'est pas si évident. Mais ce qui veut dire très concrètement, une femme qui ne parvient pas
à accéder à l'IVG pourrait se retourner contre l'État pour obtenir des dommages d'intérêt, je sais pas. Théoriquement, il pourrait y avoir en effet une responsabilité de l'État. Est-ce que cette responsabilité sera effectivement engagée? Ça dépendra de la jurisprudence. Vous savez, il y a ce que énonce la Constitution et ensuite ce que le Conseil constitutionnel a fait 10 ans plus tard. Souvenez-vous du débat sur la loi immigration et la question des cavaliers législatifs. Ce fameux concept un peu bizarre que le Conseil découvre dans sa jurisprudence, dont on essaye de modérer la portée lors de la révision de 2008, dont le Conseil n'a que faire de sa modération, et au contraire, on aggrave les conséquences jusqu'au mélodrame du mois de janvier. Aujourd'hui, entre ce que dit la Constitution et ce qu'en fait le Conseil, il y a tout un delta. Et donc aujourd'hui, ceux qui vous disent effectivement ce que sera demain la garantie de l'IVG dans la Constitution, probablement agissent soit par naïveté ou soit par erreur, parce qu'à ce stade-là, on n'en sait pas, on envoie simplement des directions, des messages peut-être. Des messages à l'opinion et au Conseil constitutionnel pour que demain, il y ait un réel accès réellement garanti. Et peut-être un message aussi à Marine Le Pen en vue de 2027, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est moyen de faire en sorte qu'on ne puisse pas revenir en arrière sur cette liberté qui n'est, encore une fois, pas contestée par le Rassemblement national, mais on entend beaucoup que c'est aussi un message en direction de l'extrême droite. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est un message. Non, moi je pense que c'est moins, je dirais, un message de l'extrême droite que, à l'origine, une façon pour la gauche de montrer son existence, d'affirmer son existence. Vous n'allez pas me dire qu'Emmanuel Macron est de gauche ? Non, mais oui, mais attention, l'histoire de cette disposition et de cette réforme constitutionnelle, c'est pas Emmanuel Macron qu'en est le maître. Il a même dit qu'il n'était pas favorable. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron s'est approprié cette réforme, mais il n'en est pas à l'origine. Ce sont 2 femmes qui sont à l'origine. C'est aussi une des singularités, c'est que beaucoup de femmes ont, à juste titre d'ailleurs, beaucoup de femmes sont les actrices, je dirais, de cette réforme. Madame Panot, chez la France Insoumise, qui avait déposé une proposition de loi dans ce sens, et puis Madame Aurore Berger, qui est maintenant au gouvernement, mais quand elle était députée Renaissance, je crois, à l'Assemblée nationale, avait aussi porté un texte dans ce sens. Et Mélanie Vogel aussi au Sénat. Voilà, c'est le président de la République finalement a préempté quelque chose qui existait. Et ça peut être aussi, est-ce qu'on peut considérer que ça va être ou c'est déjà une victoire politique pour Emmanuel Macron, Benjamin ? Oui, assez étonnante en réalité, parce qu'en effet, il a plutôt traîné des pieds sur cette révision constitutionnelle. Ça n'était pas le plus chaud partisan, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. À l'origine quand même, le texte qui est amendé, c'est une proposition de loi de la France Insoumise. Et là, le gouvernement est quelque peu dans la panade, parce qu'une proposition de loi, c'est technique, mais d'un point de vue constitutionnel, il n'y a pas de congrès. Ça passe que par référendum. Donc soumettre à référendum un texte proposé par la France Insoumise, c'est forcément compliqué d'un point de vue politique pour Emmanuel Macron. Donc il reprend son texte et il renvoie un texte qui a absolument la même tête, mais dont le Sénat n'a pas vraiment intérêt à lui faire cadeau. Malgré tout, ça passe. Et donc ce congrès, aujourd'hui, c'est le sien. Alors que, pour arriver à ça, il est surtout sorti d'une trapière et d'une souricière politique. Est-ce que ce n'est pas aussi la preuve qu'on peut réformer la France, même avec une majorité très relative, Yves ? Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça quand même. On peut réformer la France sans passer par la voie législative, d'une part. C'est ce que Gabriel Attal, d'ailleurs, c'était tout le sens de son discours de politique générale, de cette déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Ça me paraît quand même assez compliqué. Là, c'est parce que il s'est trouvé une majorité une convergence politique assez naturelle. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on retrouverait les clivages beaucoup plus affirmés, la volonté de ne pas faire de cadeaux à la majorité qui est toute relative présidentielle. Donc, faut pas... Vous ne tirez pas de conséquences au-delà du vote de cet après-midi. Benjamin, vous êtes d'accord avec ça ? De grandes conséquences. Oui, alors la plupart des pays européens vivent avec des majorités relatives, et ce depuis longtemps. Donc on peut gouverner avec des majorités relatives et on peut gouverner également avec des systèmes de coalition, ce que pour des raisons purement politiciennes, on ne se sent pas capable de faire en France. Donc on pourrait sortir de cette situation d'impasse. Par ailleurs,
obtenir des majorités larges pour réviser la Constitution, c'est pas non plus une fin en soi. Je rappelle que l'avantage d'une Constitution, le but d'une Constitution, c'est justement d'avoir une forme de rigidité, parce que si vous la multipliez, si vous la révisez tous les 4 matins, eh bien à ce moment-là, l'idée que ce soit un texte fondamental est en grande partie galvaudée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas révisé la Constitution, 12 ans je crois. Avant, on l'avait renouvelée... Nicolas Sarkozy, c'est ça? Exactement. Avant, on l'avait révisée 24 fois. Donc en moyenne, à l'époque où on en était, tous les 2-3 ans. Il n'est pas sain de réviser la Constitution tous les 2-3 ans. Une Constitution, ça doit durer longtemps pour que lorsqu'on y inscrit quelque chose, l'IVG en est un exemple, eh bien, on lui accorde de l'importance, ce soit vraiment quelque chose de structurant pour la nation et pour notre ordre politique, sinon ça ne peut rien dire. Merci les amis, vous restez avec nous, on va voir ce qui est à la une de vos quotidiens régionaux, c'est avec Audrey Vuettas tout de suite. Tiens, on parle du congrès dans nos quotidiens régionaux ce matin. Oui, on prend un thème et on le garde. Regardez les dernières nouvelles d'Alsace. Un congrès pour graver l'IVG dans le marbre. Un jour historique pour le journal qui rappelle que cette inscription se fait 50 ans après l'adoption dans la douleur de l'accès à l'IVG. La Provence aussi s'empare du sujet, mais préfère gratter derrière le symbole, expliquer que ce vote qui devrait être positif cet après-midi ne masque pas le manque de moyens auxquels font face les professionnels de santé et les difficultés d'accès aux centres pratiquant l'avortement sur notre territoire. 130 centres auraient fermé en 15 ans d'après le planning familial. On parle aussi logement. Oui, mais selon des angles différents. Le Dauphiné libéré s'intéresse aux logements sociaux. 1100 communes sont en carence sur notre territoire. Alors le journal s'interroge. Faut-il continuer d'imposer 25% de logements sociaux aux grandes communes et métropoles? Et puis pourquoi ne pas impliquer les zones rurales? C'est ce qui explique, je vais y arriver, le Dauphiné libéré. À l'inverse, Corse Matin évoque la très forte urbanisation sur l'île de Beauté. Elle a augmenté de 14% en 10 ans, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. L'une des causes serait, d'après le quotidien, la hausse du nombre de résidences secondaires. La Marne et les Ardennes font partie des départements qui vont tester le nouveau RSA. Oui, et ça fait la une de l'Ardennais et de l'Union. Ces 2 départements font partie donc des nouveaux départements qui testent le conditionnement du versement du RSA à un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire. C'est l'une des mesures de la loi plein emploi, l'une des plus controversées aussi. Pour l'instant, le test a été fait sur 15 000 personnes. Il sera donc généralisé dans les Ardennes et dans la Marne. L'objectif, c'est que la mesure entre totalement en vigueur au 1er janvier 2025. Et puis je termine par un dossier passionnant. C'est dans la Dépêche du Midi. Elle s'intéresse aux personnalités françaises qui ont été des espions pendant la guerre froide pour le compte de l'URSS ou des pays de l'Est. On pense à Philippe Grumbach, le rédacteur en chef de l'Express. Des doutes aussi ont été émis sur Gérard Carrérou, l'ancien patron de l'info de TF1. Le journal s'intéresse aussi aux tentatives d'ingérence à l'approche des Jeux Olympiques. C'est un peu inquiétant, mais c'est passionnant, Steve. Merci Audrey. Yves, qu'est-ce qu'il y a dans le Figaro aujourd'hui? On s'intéresse aussi aux Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques, on redoute qu'il y ait pas mal de provocations à caractère communautariste ou religieuse, islamiste pendant ces Jeux. Et la France vient d'ouvrir une cellule nationale de lutte, justement, parce que c'est un phénomène qui monte dans les clubs sportifs en France, notamment dans les sports de combat et le football, de lutte contre le prosélytisme islamiste. L'État au défi de l'entrisme islamiste dans le sport. Merci Yves, merci Benjamin, merci d'avoir participé à ce débat. Merci à tous pour votre fidélité. Ne manquez pas cet après-midi notre édition spéciale consacrée bien évidemment au congrès de Versailles. Rendez-vous 14h30 avec Tam Tranui et Brigitte Boucher, dispositif exceptionnel des rédactions de Public Sénat et de LCP. Quentin Calmet et Elsa Mondin-Gava vous font vivre ce moment historique en direct depuis le château de Versailles. On se retrouve demain, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.